Les mathématiques du XXe siècle n'ont cessé de vérifier l'extrême fécondité du premier théorème d'incomplétude de Gödel. Une analyse philosophique révèle que la démonstration de ce premier théorème engage plusieurs idées profondes et novatrices que Gödel n'a pas toutes formulées explicitement. Tout d'abord, la réévaluation de la circularité. Contre la méfiance envers la diagonalisation de Cantor, Gödel lui redonne une fonction centrale en mathématiques. Or, cette procédure de diagonalisation est circulaire. Ensuite, la réévaluation de l'infini actuel. La procédure de diagonalisation est la méthode principale qui a permis à Cantor de démontrer la supériorité de l'infini des réels sur l'infini des entiers, et qui a imposé, contre Aristote, la notion d'infini actuel. Troisièmement, la distinction du non démontrable et du réfutable. Il y a une proximité de la démarche de Gödel avec le paradoxe du menteur. C'est un vieux paradoxe grec où on dit « je mens », et si c'est vrai c'est faux, et si c'est faux c'est vrai, et on tourne indéfiniment dans le cercle. Et Cantor, de même, Gödel, de même, a posé un énoncé qui affirme de lui-même qu'il n'est pas démontrable. Alors la différence, c'est que s'il avait posé un énoncé qui affirme de lui-même qu'il est réfutable, alors il serait retombé dans un cercle vicieux analogue à celui du menteur. Il échappe au cercle, pourquoi? Parce qu'il comprend que la négation du démontrable, ce n'est pas le réfutable, c'est le non démontrable. Et un énoncé peut affirmer de lui-même qu'il est non démontrable et être vrai. Il suffit pour ça qu'il soit indécidable. Tout ça, ça repose sur la distinction entre le contradictoire, la négation logique, et le contraire chez Aristote, que l'on peut appeler l'inverse, et donc à penser le sens fondamental de cette distinction en logique. Il importe de distinguer le gain, l'absence de gain et la perte. Si on donne au gain la valeur 1, l'absence de gain on lui donne la valeur 0, et il faut donner alors à la perte la valeur moins 1. Prendre en compte la distinction entre le contradictoire et le contraire oblige d'introduire en logique des valeurs négatives, que l'on peut aussi appeler inverses, donc notamment le moins 1, ce qui ouvre une voie originale de remise en cause de la logique classique. Quatrième grande idée, la prise en compte implicite de la modalité. Le démontrable donc n'est pas équivalent au vrai, mais au nécessairement vrai, ce qui correspond à une détermination modale de l'énoncé. Cette détermination est également décisive pour échapper au menteur. Si le menteur, lorsqu'il affirme qu'il ment, l'affirmait au sens de ce que je dis est nécessairement vrai, alors, nécessairement faux, alors le paradoxe tomberait. Pourquoi? Parce que dans ces conditions, on pourrait le dire, si c'est vrai ce qu'il dit, c'est pas nécessairement faux, et donc ça peut être vrai ou faux. On n'a plus de cercle. Cinquième grande idée, la distinction du démontrable et du vrai. Pour les tenants du rationalisme, y compris Hilbert, il n'y a pas de différence entre d'une part le vrai et le démontrable, d'autre part le faux et le réfutable. Et comme le vrai s'oppose de façon binaire au faux, le tiers étant exclu, il n'y a pas d'indécidable. Ce sont toutes ces équivalences que remet en cause Gödel. Tout le problème, désormais, est de donner un sens à ce concept de vérité qui est irréductible au démontrable. Comment définir logiquement la vérité? Telle est la question qui demeure en suspens à la fin du premier théorème d'incomplétude de Gödel.